Bonsoir à tous et bienvenue à la Voix des Grands Lacs. Comme vous le savez, nos studios se trouvent en France et moi qui présente cette émission, c'est Jean-Marie Ndegijman. Euh, la Voix des Grands Lacs est un espace où nous essayons de construire un bel avenir pour la région des Grands Lacs, pour nos peuples, pour construire un monde basé sur des valeurs de justice, des valeurs de vérité surtout. Et aujourd'hui, nous abordons le thème de la construction du narratif sur le génocide de 1994 au Rwanda. Nous avons le grand plaisir de recevoir un ami. Aujourd'hui, il est expert en face de vous, mais c'est un ami par ailleurs. Il va nous parler justement de ce qu'il a constaté lorsqu'il était expert du tribunal pénal international pour le Rwanda, où il a presté ses services pendant quelque temps. Dans des cas, il va nous expliquer en quelle qualité il intervenait et nous dira justement son constat final après avoir travaillé avec le TPIR. Quel a été son constat sur le plan de la construction d'un certain narratif? Est-ce que c'est un narratif qui correspond à la réalité du génocide de 1994 ou alors il y a une approche biaisée ou incomplète, volontairement ou pas? Monsieur Nhiko Sengimana, qui est docteur en sciences politiques, est avec nous donc. Nous le saluons et je vais lui demander bien sûr de saluer d'abord notre public, notre audience, et puis nous allons entrer en matière sur le thème que je viens de vous annoncer. Cher ami Nhiko, comment allez-vous? Je vais très bien, merci Jean-Marie Vianney Ndagijimana. C'est vraiment un plaisir de pouvoir parler avec vous sur la voie des Grands Lacs, sur la situation du Rwanda. Et j'aimerais en profiter pour saluer justement les auditeurs et les auditrices de la voie des Grands Lacs. Euh, J'espère que notre prestation va pouvoir peut-être avoir une petite valeur ajoutée sur la connaissance de l'immobile du Rwanda et des Grands Lacs. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Alors, il y a un petit élément comme si vous étiez à côté que vous n'étiez pas tout de suite branché, mais ça va aller, ça va aller. C'est peut-être un problème de micro, hein, on va voir, on va voir. Alors, précisément, vous êtes intervenu comme expert au TPIR. Mais avant cela, euh, vous avez lutté dans la société civile rwandaise pendant très longtemps, avant 1994. Ensuite, vous avez vu le génocide, bien sûr. Vous avez observé tout ce qui se passait pendant cette période-là. Et ensuite, vous êtes allé à Arusha pour témoigner. Vous interveniez à quel titre et dans quel objectif? Mais d'abord, avant d'en arriver là, peut-être que vous pourriez vous présenter, hein, présenter vos activités d'avant 1994, où est-ce que vous étiez en ce moment-là, quel était votre rôle, puisque j'ai dit que vous étiez dans la société civile rwandaise, qu'est-ce que vous y faisiez en tant qu'expert de la société civile? Quel a été votre rôle dans le développement de la société civile rwandaise? Merci beaucoup. Donc, avant 1994, vous dites 94, vous en France, ici en Suisse, nous disons 94. Donc, si de temps en temps, je m'exprime dans un français très suisse, très vaudois, vous voudrez bien m'excuser. Euh, donc, avant 1994, moi, j'ai d'abord, donc après mes études ici à l'Université de Genève, où, comme tu viens de le dire, donc j'ai fait un doctorat en sciences politiques. Donc, je suis rentré au Rwanda en 87 justement. Puis, j'ai travaillé
aux banques populaires pendant 2 ans et demi. J'étais chef du Crédit Rural dans le système des banques populaires. Mais en même temps, à cette époque, j'étais aussi professeur visiteur à l'Université nationale du Rwanda. Et ce qui fait que de la dernière, l'année 89, l'année 89, j'étais vraiment à part entière parce que j'ai quitté après les banques populaires et j'ai été à 100% donc professeur à l'Université nationale du Rwanda, à la faculté de droit à Kigali. Et puis, je suis allé, justement, j'ai été choisi comme directeur, comme coordinateur du centre Iwachu en 90. Et c'est en entrant au centre Iwachu que j'ai connu la guerre. J'ai géré une organisation J'ai géré une organisation qui s'occupait justement de l'appui au monde rural, à tout le système associatif rwandais sur l'ensemble du pays. Et c'est là donc que je suis entré en même temps dans une gestion d'une crise des plus fortes avec la guerre lancée par le Front patriotique rwandais en 1990. Et alors, responsable du mouvement associatif, comme président d'abord des ONG rwandaises qu'on a appelé le Conseil de concertation, des ONG d'appui aux initiatives de la base, qu'on appelait le CCOAIB. Et c'est là vraiment que, en 90, déjà nous nous sommes lancés vraiment dans le suivi d'abord de voir comment cette guerre se déroulait. Et nous avons assisté, j'ai assisté à ce titre, participé à tout ce drame, cette crise où on a enfermé plus de 8000 personnes en 90. J'ai suivi ça de très près au niveau justement des ONG rwandaises et des ONG étrangères et des églises. J'étais vraiment chargé des aspects qu'on appelait de reconstruction morale de cet aspect de la guerre. Et donc, j'ai pu suivre vraiment tout ce processus. Et en juin 1991, il y a eu le processus politique au Rwanda, donc de démocratisation, là aussi, euh, avec d'autres partenaires, la société civile, Monsieur justement. Nick, je ne sais pas ce qui se passe, mais il y a toujours ce bruit de fond. Est-ce que c'est le micro ou Oui, je ne sais c'est calme? pas. Ouais, Alors, allez-y maintenant, parlez pour voir, avancez-vous un peu. mais je sens que c'est vrai, c'est bruit, mais je ne sais pas d'où il vient. Est-ce que c'est... Oui, là c'est bon. Peut-être Là, en c'est bon. apportant davantage. Bon, ça fait pas beau, mais le son est bon, quoi. D'accord. On vous voit un peu Le grossi. plus important, c'est le Le son. message, c'est pas le Voilà, tout à fait, tout messager, à hein. fait. Ouais, ouais. Voilà, donc là, je suis aussi dans le processus de démocratisation, la mise en place du gouvernement hein, multipartite et de l'agrément politique. Je peux dire que c'est vraiment le centre Iwachu qui a ouvert le premier, les portes aux partis politiques de pouvoir organiser leur congrès. Le congrès qui s'est tenu au centre Iwachu, c'était le parti social-démocrate qui a tenu son premier congrès. Et alors, on a pu offrir une porte. Parce que ailleurs, partout, hein, c'était fermé. Et voilà.
Et puis, donc, il y a eu le gouvernement multipartite. Euh, bon, au départ, nous n'étions pas très favorables à l'entrée au gouvernement de l'opposition, hein. Nous, on aurait préféré que l'opposition reste dehors, hein, le temps aussi de faire son apprentissage politique et démocratique. Et, on a été un peu les partis, on a essayé de faire pression, de faire le plaidoyer aux partis politiques de l'opposition pour entrer au gouvernement et de laisser le président de la République, Juvenal Habyalimana, qui avait initié ce processus aussi, mais qui avait été à la base, hein, pas à la base, je ne sais pas auteur ou pas, mais dans le déclenchement de la guerre, on disait, mais il a été au pouvoir longtemps, il connaît les tenants et les aboutissants de cette guerre, valait mieux lui laisser gérer la guerre et donc laisser le gouvernement à lui tout seul, et puis l'opposition vraiment comme son position. Profité à cette époque aussi pour la conférence nationale, beaucoup, on parlait de l'Ukokoma, mais à la fin, et le président Abiyalimana et l'opposition n'en ont pas voulu. Et il y a eu donc ce gouvernement multipartite. Et au sein de la plateforme de la société civile, vraiment maintenant qu'on avait élargi à beaucoup d'associations, que ce soit des associations de droits de l'homme, des syndicats, des associations d'agriculteurs, de femmes, etc., des églises. Donc, nous avons, autour de cette plateforme, vraiment suivi de très, très, très près le processus d'Arusha jusqu'aux accords d'Arusha et même après, parce que j'ai été désigné par la société civile pour mener, pas les négociations, mais pour mener le plaidoyer auprès des différents partis politiques et du FPR pour la mise en place des institutions et du Parlement de transition. Et alors, à ce titre, j'ai fait beaucoup de contacts avec ces milieux politiques et les milieux de la diplomatie internationale. Nous avons fait beaucoup de prises de position que nous avons publiées jusqu'en 94. Le tout dernier, c'était le 31 mars 1994, donc 6 jours avant, où nous appelions vraiment la société rwandaise et le, les diplomates vraiment de œuvrer, d'aider les partis politiques, de vrai à ce que la mise en place des décisions puisse avoir lieu, parce que le FPR venait de menacer de manière très, très concrète qu'ils allaient reprendre la guerre. Donc, notre dernier communiqué date du 31 mars, et parce qu'on voyait le pire, il nous l'avait presque décrit, mais on n'avait pas pensé il était encore beaucoup pire. On n'aurait jamais qu'il allait commencer par l'assassinat du chef de l'État. Donc, nous, on pensait à la reprise de la guerre, donc à la cessation des accords de paix, mais on n'avait jamais, jamais pensé que ce processus allait être détruit par le FPR, par l'assassinat du chef de l'État. C'est quelque chose qui était extrême, extrême. Alors, depuis, bon, hein, depuis le 6 avril, alors, Alors, il y a bien sûr, excusez-moi, peut-être de vous ramener en arrière, hein, vous êtes déjà à l'assassinat du président Habyarimana, le 6 avril. oui. Mais avant cela, Oui. il y avait eu des signes quand même des signes précurseurs, si on peut dire ainsi, l'assassinat de personnalités politiques, et je voudrais en particulier vous ramener
à l'assassinat d'Emmanuel Gapsissi, c'était le 18 mai 1993. Vous l'avez connu, personnellement, c'était un ami. Il a été assassiné par le FPR le 18 mai 1993. Aujourd'hui, nous sommes le 20 mai. Cela ne signifie pas que j'oublie les autres, hein, Gatabazi, Boutiana et les autres qui ont été assassinés ensuite par le même Front patriotique de Kagame. Mais est-ce que vous pourriez dire un mot pour rendre hommage à notre ami Emmanuel Gapsissi? On aurait pu faire l'émission le dimanche 18 précisément, mais il y a eu des raisons qui ne nous ont pas permis de le faire. J'aimerais qu'on dise un mot, quelques mots sur Emmanuel Gapsissi, euh, au moins pendant 5 minutes, qu'on lui rende vraiment hommage. Et parce que son assassinat aussi a soulevé des problèmes, y compris au sein de son propre parti, mais aussi dans l'espace politique rwandais. Ça a été même, j'allais dire, un coup de tonnerre. Oui, merci Jean-Marie Vianney de pouvoir vraiment me donner l'occasion de parler de cet ami, de rendre hommage à cet ami, Emmanuel Gapsissi, avec qui j'étais très proche. J'étais très proche. C'est vraiment, je l'ai connu surtout dans les années 70, 79, 79. C'est là vraiment que je l'ai connu. Je venais pour mes études ici en Suisse et lui, il était en Belgique. Et c'est mon frère Théodore Matsueno Mugaboy qui m'avait mis en contact avec lui. Et c'était des gens qui étaient très avancés comme au niveau panafricain, hein, qui militaient beaucoup dans le mouvement anti-apartheid. Et j'étais très proche, je l'ai connu comme ça, et devenu ami. Et, et donc, j'étais très, très proche. Et le 18 mai, comme tu viens de le dire, 1993, il a été assassiné par le FPR. Et pour moi, c'est vraiment le moment qui m'a montré que le FPR ne voulait absolument pas un processus politique paisible. Donc, c'est parce qu'il a été assassiné 3 mois après la manifestation en février 1993, quand il a mis sur la route de l'exil intérieur plus d'1 million de Rwandais, en particulier de Byumba et une partie de Ruhengeri. Et, et, et je pense que Manuel Gapsissi, cet événement-là, lui aussi, il a vu avec lucidité hein, les enjeux. Et donc, il a été assassiné le 18 mai 1993. J'ai été parmi les premiers à connaître l'information et être sur les lieux. Et puis après, bon, nous avons fait tout le nécessaire hein, pour pouvoir l'accompagner. Mais je peux dire que dans le processus politique rwandais, si tu me permets, ce n'est vraiment pas de l'encensement. Je pense que Manuel Gapsissi était le plus lucide de tous et de toutes. Vraiment le meilleur de tous, parce que ceci, quant à l'analyse et quant à l'attitude à tenir vis-à-vis et du président Habyarimana et du MRND, de la rébellion du FPR, et des autres partis politiques, y compris le sien. En effet, si Emmanuel Gapsissi considérait que le MRND, le président Habyarimana étaient des adversaires, que le Parti social-démocrate, le Parti libéral étaient des partis partenaires alliés du mouvement démocratique républicain, ils savaient qu'ils étaient néanmoins concurrents. C'est quelqu'un qui connaissait très bien le FPR.
pour l'avoir côtoyé au Kenya. Et il distinguait très bien de FPR. Et c'est pourquoi d'ailleurs il a été approché au Kenya pour pouvoir y entrer. Il n'a jamais voulu. Mais il distinguait bien deux fronts patriotiques rwandais. L'un ouvert, non opposé au processus politique et aux négociations. En un mot, je dirais, c'était le FPR destiné à l'exportation, représenté par Patrick Mazimhaka et Seth Sendashonga. Il y avait l'autre FPR, celui-là, hermétique, partisan, je dirais, du no-party system d'Amin Dada ou de Yoweri Museveni, adepte de la seule force pour accaparer le pouvoir, représenté par Paul Kagame, et un brin aussi par Tito Rutaremara. Lui, il pouvait lier les deux, le militaire et le politique. Donc, bref, il connaissait bien deux FPR en un, la branche politique et la branche et la branche militaire. Et puis, si vous voyez dans le FPR un rival politique, voire un adversaire politique, dont il ne souhaitait pas avaler sans mâcher toutes les promesses. Il était conscient que le FPR était en guerre contre l'État rwandais, à savoir non seulement contre le chef de l'État, mais aussi contre l'ensemble du gouvernement. C'était dirigé par une opposition pacifique assez favorable par ailleurs au FPR à cette époque-là. Et face à la guerre, si Emmanuel Gapissi était favorable aux négociations avec le FPR et en opposant au régime du président Abiyarimana, il était pour lui aussi nécessaire d'arracher des concessions et de construire des compromis avec le président Abiyarimana. C'est vraiment, il avait cette vision claire pour la paix, pour l'avenir démocratique du Rwanda. Et c'est la raison pour laquelle il a payé cher de sa vie, assassiné par le FPR. C'est vraiment, en un mot, en quelques mots, voilà ce que je peux dire de, de mon ami Emmanuel Gapissi, et de comment tu me donnes l'occasion de lui rendre hommage et de dire vraiment ce que je pensais de lui, ce que je pense de lui actuellement. Merci beaucoup. Alors, merci d'avoir parlé de notre ami commun. Euh, la période que vous décrivez, les années 1980-85, moi j'étais à Bruxelles de 1979 à mi-1981 comme jeune diplomate. Et c'est là précisément que j'ai découvert Emmanuel Bapsissi et votre frère Théodore, parce que nous, Mugabo, qui était là aussi. Ils avaient une équipe de militants, de panafricanistes révolutionnaires qui étaient en fait des membres de la fameuse association à Gers, c'est ça? Oui, Dont j'avais été membre à l'époque, quand j'étais encore à l'université de Kinshasa. Nous avons même notre équipe de Kinshasa a participé au premier congrès de la GR à Boutaré. Nous avons envoyé un délégué, c'était Feu Joseph Sibomana, qui nous a représentés. Et donc, quand je suis arrivé à Bruxelles, l'AGR, en tout cas les membres de l'AGR, étaient considérés comme des opposants au régime du président Abiyarimana. Or, c'est moi qui étais chargé de tout ce qui est culturel, les bourses d'études, l'animation et la sensibilisation des étudiants rwandais à la nouvelle réforme scolaire et universitaire. Tout jeune, hein, j'avais 28 ans. Hein.
Et puis je me suis dit, pourquoi je n'irais pas aller voir mes amis de la GER? Je suis allé les rencontrer. Il y avait Emmanuel, comment il s'appelait encore, celui qui était au mini-plan, qui a été assassiné par le FPR aussi. Euh, Et un grand homme, un un grand grand homme homme. aussi. Il y avait même Ah oui, Marc oui, Emmanuel Guénéla, il y Baïgiti, avait grand Marc homme, vraiment. Guénéla, il y avait Théodore, il y avait Gapsissi bien sûr, et il y avait un autre qui travaillait à la Banque nationale après, hein, un monsieur aussi très bien, vraiment des grands militants. Je les ai approchés. Bah, ils n'ont pas vu d'opposition à ce que je puisse participer à leurs réunions et à leurs conférences, à leurs séminaires, parce qu'ils organisaient des séminaires, des mini-conférences régulièrement à Bruxelles pour les étudiants et pour tout autre, pour des Belges. Et je me suis dit, je vais quand même demander l'autorisation de mon ambassadeur. C'était l'époque de l'ambassadeur à Tungimana. Il m'a dit, mais bien sûr, pourquoi pas? Kigali, à Kigali, les idées et autres ne vont pas aimer, mais bon, vas-y, tu vas nous rendre compte, mais il n'y a rien qui s'oppose à ce que tu ailles participer à des réunions de tes anciens camarades. Et donc, je suis allé au moins deux, trois fois à leurs réunions, à leurs conférences, et ça s'est très bien passé. Alors qu'avant, ils ne pouvaient pas supporter qu'un diplomate rwandais arrive dans ces réunions. Et puis l'ambassade elle-même ne voulait pas, bien sûr, les sentir, parce que certains d'entre eux, comme Seth Senachonga, bien sûr, faisaient partie de leur équipe. Seth, lui, avait perdu sa bourse d'études parce qu'il était précisément membre de l'AGER. Vous voyez, c'est une équipe où il y a eu des personnalités très très fortes. Seth Sendashonga a été assassiné par le FPR à Nairobi. Ancien membre de l'AGER. Emmanuel Gapsissi, assassiné à Kigali. Un ancien membre de l'AGER. Emmanuel, l'autre, Baïgiti aussi. Aïgiti, justement, c'est de lui que je parle. Assassiné par le Front patriotique rwandais. Et les autres et les autres. Et comme tu l'as bien dit, Emmanuel Baptiste était un des meilleurs, en tout cas, de cette équipe, sauf que tous avaient de la valeur. Ce que je peux rappeler aussi à propos de Baptiste, c'est qu'à la fin, lorsque les choses commençaient à évoluer clairement, comme tu l'as dit, il n'était pas d'accord avec le président Abiyarimana, mais il ne le considérait pas comme un ennemi. Moi, dans ce que j'ai eu comme échange avec lui et dans ses écrits, il l'a considéré peut-être comme nuisible à l'évolution politique du Rwanda pendant cette période-là, mais le FPR, ben, il le connaissait aussi et il ne voulait pas être de ceux qui suivraient le FPR. C'est pourquoi, à un certain moment, il n'était pas tout à fait d'accord avec cette Sendashonga, qui lui était membre du FPR et militait, et recrutait même. Et à la fin, donc, il a créé avec des amis le fameux Forum des Républicains ou Forum tout simplement républicain. Et dans ce forum, il s'est exprimé à plusieurs reprises. Le dernier message dont je me souviens, en ce moment-là, j'étais déjà à Paris. Il avait écrit un article qui mettait le président Habyarimana et Kagame dos à dos. En somme, il disait, pour que le Rwanda évolue vers la paix, nous sommes en mai, hein, en mai 93, hein, plusieurs mois avant la signature de l'accord d'Arusha. Et il disait donc, pour qu'on évolue bien, pour que l'avenir politique du Rwanda soit garanti et se passe dans la sérénité, il faudrait que le président Habyarimana cède le pouvoir à quelqu'un d'autre, un membre du MRND, mais un autre. Et il faudrait que Kagame accepte d'arrêter la guerre pour créer une sorte de coalition nationale en faveur de la paix. Et il a dit, si Kagame n'arrête pas la guerre, c'est qu'il n'aime pas le Rwanda. Et si le président Habyarimana ne cède pas son poste, parce qu'il gêne un peu l'évolution et la marche de l'histoire, lui aussi, il n'aura pas montré qu'il aime suffisamment le Rwanda. Alors, je recevais des exemplaires du forum à Paris et je les distribuais à mes compatriotes en France.
Et je me suis dit, cet article-là, ça peut lui coûter très cher de la part des deux bords, hein. Et si bien que lorsqu'il a été assassiné, à un moment donné, certains disaient c'est sans doute le président Abiyarimana qui l'a tué. Euh, Comme pour Gatabazi aussi d'ailleurs, on se trompe chaque fois. Et d'autres disaient non, 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 les circonstances et tout ce qui s'est passé avant, les appels téléphoniques qu'il a eus avec des membres du FPR, etc., montrent que c'est le FPR qui l'a assassiné. Mais dans la suite, on a su. On a su, et ceux qui ont participé d'ailleurs à son assassinat ont livré des témoignages à ce sujet. Ils ont confirmé que c'était eux, le FPR, qui avait tué le fils. Et donc je profite, comme toi, pour lui rendre hommage, euh, non pas au sens religieux du terme, mais au sens de ce qu'il a constitué, de ce qu'il a représenté pour nous tous. C'était vraiment un des meilleurs d'entre nous. Et il a fait beaucoup de travail au sein du parti MDR et aussi pour l'ensemble du pays. Ce dernier élément du forum montre suffisamment c'était un homme de l'équilibre politique dans notre pays. Voilà, merci. Et bien sûr, je salue en passant sa famille, euh, sa veuve et leurs enfants qui sont encore là et qui peut-être vont suivre cette émission. Je les salue en disant nous aurons peut-être un moment de parler de notre ami Emmanuel Baptiste ensemble, parce qu'aujourd'hui, je pense que c'est le moment pour la famille de se recueillir et de rendre hommage au chef de la famille. Voilà. Merci. Si vous avez Oui, un élément c'est supplémentaire à donner, pourquoi pas. non, non, c'est très sympa. Mais ce que j'allais ajouter, donc, j'avais dit que c'est ce groupe-là qui était dans le mouvement anti-apartheid, qui est dans le mouvement de lutte de libération. Mais à l'intérieur du Rwanda, c'est ce même groupe qui était autour de ce qu'on appelait le développement autocentré. Et le développement par les forces elles-mêmes du pays. Et c'était un courant qui était devenu fort. Et je pense sincèrement que c'est cela qui fait que moi, j'ai fini mes études. Je n'ai pas voulu aller travailler à l'État où j'étais destiné. J'ai fait tout le possible pour avoir les dérogations parce que je voyais, par exemple, quand les banques populaires sont vraiment cet instrument du développement autocentré, de la self-reliance. Et c'est, euh, euh, quand tu as parlé de ça, je dis, mais je pense que la rencontre de ces personnes-là, d'Emmanuel Gapissi, de mon frère Théodore Matsuel Mugabo, d'Emmanuel Wahidiki, avec lequel nous avons beaucoup construit au niveau de l'ONG Rwandaise, c'est ce genre de personnes, je pense, qui ont fait que moi, je me suis engagé dans l'associatif. Voilà, mais merci beaucoup Non, mais d'avoir donné ce c'est un petit plaisir moment d'évoquer notre ami commun. d'un Nous allons ami qui, maintenant, avec le recul, oui, tu as dit un des meilleurs, mais je dis avec le recul, c'était le meilleur de tous. on peut le dire, on peut le dire, Oui, oui, pour oui. ne pas réduire les autres à des spectateurs, parce qu'ils ont fait beaucoup de travail ensemble, en fait. Cette scène Oui, on d'Achonga, parle des meilleurs, hein. parfois on dit que cette scène d'Achonga était le meilleur. Donc, ils étaient tous, hein, c'était des meilleurs dans le groupe, dans le peloton de tête Oui, dans le groupe des dans les meilleurs. FPR Oui, de oui. l'époque. Mhm. Voilà. Alors, nous allons maintenant entrer dans le vif du sujet du thème qui nous concerne directement. Donc, quelques temps après les événements ou le génocide de 1994, le TPIR a fait appel à vous ou à toi. Euh, Oui, je ne vais pas, à toi, hein, on se je ne vais pas tutoie, hein, parler je ne vais pas parler du fait que tu as même à un moment donné porté plainte contre le FPR, au TPIR, je pense, ou à la CPI, hein. Euh, on en parlera une autre fois. Mais comme expert du TPIR, moi je dis que c'est une. S'il n'y avait pas eu d'expert, témoin en tout cas, ou à des charges, ou témoin à charge, il n'y aurait jamais eu tous ces procès. Donc c'est une bonne chose que des Rwandais aient pu participer, et
pu observer justement ce qui se passait de ce côté-là. Le TPI, le Tribunal pénal international, je rappelle pour ceux qui ne le savent pas, c'est un tribunal international ad hoc créé en 1994, le 8 novembre 1994, pour rendre justice, pour poursuivre et éventuellement sanctionner tous ceux qui avaient participé aux crimes de guerre, contre l'humanité, crimes de génocide, du 1er janvier au 31 décembre 1994. Donc c'est déjà limitatif, mais au moins il y a eu quelque chose. Donc, de votre expérience, après vos témoignages, après vos séjours, je suppose que vous alliez carrément à Arusha, que tout ne se faisait pas par vidéoconférence, comme moi j'ai eu plusieurs témoignages à faire, mais je ne suis pas allé à Arusha pour des raisons de sécurité. On s'était entendu avec le TPIR, qu'il en soit ainsi. Quelle est votre expérience de ce côté-là? Est-ce que les jugements, les arrêts du TPIR ont tenu compte de la réalité vraiment du déroulement de ce génocide? Est-ce que d'ailleurs l'apport des experts était pris en compte suffisamment? Ou est-ce que ce n'était pas plutôt des experts étrangers qui dirigeaient le débat et qui finalement amenaient le TPIR à prendre telle ou telle décision, y compris après d'ailleurs, parce qu'aujourd'hui ça se poursuit. On ne va pas aborder la question de la veuve du président Abiyalimana dans cette émission, on pourra le faire une autre fois. Et depuis 30 ans qu'elle est ciblée par des associations pro-FPR ici en France, et n'a jamais vécu comme il fallait, et n'a jamais eu ses papiers en termes de droit de résidence et de séjour. Aujourd'hui, on nous dit, en fait, tout ça était mensonge et élucubration. Mais pendant 30 ans, il a souffert. Il a souffert, il y a beaucoup d'autres. Hein, parce que tout simplement, le narratif qu'on nous a servi était biaisé. Vous, quelle a été votre expérience après la participation justement aux travaux du TPIR? Merci Jean-Marie Vianney. Quand j'ai été expert pour le tribunal pénal international à Arusha, je me suis rendu, j'ai été sur place. Et je n'étais ni, en fait, j'étais comme expert ni pour la décharge, ni pour la charge. Moi, j'étais vraiment expert euh, qui avait été demandé par la défense hein, dans l'affaire. Et on m'avait demandé d'éclairer un certain nombre de faits de la situation, du contexte. Et ce n'est que par rapport à tout ça, et de l'analyse politique, et c'est par rapport à cela que je suis intervenu et donc de montrer vraiment qu'est-ce qui s'est passé pendant la guerre, l'ouverture au multipartisme. Est-ce que c'est la question de la planification du génocide, peut-être on en parlera, etc. Et il voulait un avis d'expert sur des aspects aussi importants que cela. Et ce que je retire de cette expérience-là, parce on a eu même quelques retours qu'on a fait avec les gens qui ont participé au TPIR, c'est vraiment, à la fin, on en sort déçu. On sort déçu parce que, au départ, nous pensions que on allait avoir à une justice juste, impartiale, totale, qui allait poursuivre aussi bien les auteurs présumés du génocide rwandais de l'ancien régime que du Front patriotique rwandais,
C'était cela, on s'attendait à cela. J'aimerais te dire que j'avais participé à beaucoup de réunions, y compris la dernière qui s'était déroulée en septembre à La Haye sur cet aspect-là, sur la mise en place du tribunal pénal international sur le Rwanda, où nous, nous aurions aimé, nous avions souhaité que ce tribunal se déroule justement en dehors du Rwanda pour que les, le Front patriotique rwandais pour lequel nous avions quand même suffisamment d'indications, d'informations, que lui aussi avait, euh, s'était impliqué dans le génocide rwandais. Et on aurait aimé aussi que il s'étende sur toute la durée et ne se, ne se limite pas à l'année 94. Là, c'était déjà le premier billet. Et, et donc, de ne pas avoir suivi euh, ces recommandations et poursuivi uniquement, évidemment par à cause des États-Unis, hein, poursuivi uniquement à ceux de l'ancien régime rwandais qui ont commis des actes de génocide, de crimes contre l'humanité et ou des crimes de guerre. Là, c'est la première insatisfaction. Et la deuxième insatisfaction, c'est, comme tu l'as dit, c'était que des experts étrangers. Et franchement, je pense que je fais partie des rares experts rwandais, donc avec le titre d'expert, pas ceux qui ont été travailler pour le procureur, les investigations, etc., etc. Mais en termes d'experts, on était très peu, il y a eu vraiment très, très, très peu de, je suis l'un des rares à pouvoir être au tribunal presté à ce titre-là. Et c'est très dommage, et parce que finalement, des chercheurs, des scientifiques rwandais, des analystes rwandais, des politologues, des historiens, des sociologues, des Rwandais, et il y a une excellente connaissance, non seulement de la théorique, mais aussi pratique du Rwanda, de sa société, de l'État, ceux-là ont été écartés, ont été ignorés. Et or, ils, or, il y en avait. On peut se demander pourquoi. Imagine une situation se passe ici en Suisse ou en France, et en cherchant des experts, on va écarter des experts suisses en Suisse ou des experts français en France et aller chercher des Rwandais. Euh, il y aura, il y aura un tollé énorme et cela crée un biais parce que justement, il y a cette connaissance éprouvée des enjeux, euh, des rapports de force, des tenants et des aboutissants de la guerre d'octobre ou du processus euh, politique, des accords d'Arusha, du déroulement du génocide, euh, n'ont pas pu vraiment être montrés, analysés et ont été assez approximatives. Approximatives pourquoi? Parce que tout en reconnaissant hein, l'expertise de mes collègues de non-rwandais, ils n'avaient pas cette connaissance intime. C'est des gens qui avaient une connaissance, certes, pour certains, si pas tous, qui étaient dépendantes aussi des amis rwandais et des informations des amis rwandais qui leur fournissaient. Et donc, ce biais-là était important dans la constatation. Parce qu'un expert, c'est ça, c'est pouvoir constater
pouvoir examiner, pouvoir apprécier des faits. Or, cela vraiment cela s'est révélé limité, voire lacunaire. Par exemple, hein, il y a eu les experts des médias du génocide. Hein. Euh, Monsieur Jean-Pierre Chrétien, le professeur Jean-Pierre Chrétien, c'était lui l'expert des médias. Mais à la fin, tu as vu, au niveau du tribunal, on ne lui a pas reconnu cette expertise-là. Donc, parce que pour des raisons évidentes, on a dit, OK, ils ont fait un travail, mais ça, c'est pas un travail d'expert parce qu'on en attendait plus. Et il n'a pas été reconnu. Mais alors, on continue à utiliser sa documentation, ses rapports, etc. Mais je tiens quand même à rappeler que le tribunal d'Arusha n'a pas reconnu son expertise. Ça, c'est très important. Ça, c'est très important. Euh, Parlons aussi à Alison Deforges, qui était une amie vraiment hein, que je connaissais très bien aussi, euh, dont dans la stratégie, euh, ça n'avait pas été construit parce elle était convaincue qu'il y avait eu planification du génocide, que le génocide avait été planifié. Mais c'était une conviction. Il n'y avait pas d'effet. Et la stratégie a été au départ, par exemple, au départ, ils ont voulu viser ce qu'on appelait les grands planificateurs, hein, on disait des Bagosora et autres. Et en abordant ces dossiers, ils ont vu que c'était difficile de prouver. Quand ils ont vu que c'était difficile de prouver, ils ont, ils ont changé de stratégie en disant maintenant, il faut aller sur les lieux où les crimes sont passés et alors remonter pour voir si, en remontant, l'élément de planification pouvait avoir lieu. C'est ainsi que les bourgmestres, comme celui d'Ottawa, hein, a été inculpé parce que on disait bon que c'est à la base, les massacres ont eu lieu, il a été inculpé, voire jugé injustement. Hein. Pour moi, vraiment, cette personne aurait dû être acquittée parce que Jusque-là, vous avez parlé de deux éléments qui montrent que le narratif qu'ils ont adopté et utilisé était biaisé. Il y a d'abord le premier élément, le fait que les compétences temporelles du TPIR ne sont rapportées qu'à l'année 1994. On peut dire que ce n'est pas la faute du TPIR. Eux, ils ont reçu un mandat dans le cadre de statuts adoptés par le Conseil de sécurité. Et dans ces statuts, on précise que ce sont les crimes qui remontent à l'année 1994, du 1er janvier au 31 décembre. Donc eux, ils étaient obligés, sauf à changer la résolution. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément important, c'est que le TPR a passé des années, ils ont perdu beaucoup de temps sur la recherche des éléments de planification. Bon, moi, on ne va pas en discuter aujourd'hui, mais je n'ai jamais su pourquoi on doit aller chercher des choses compliquées alors qu'il y a plus simple. Dans la convention sur le génocide, je n'ai pas vu l'élément où le mot préméditation ou planification, j'ai vu le mot intention. Et en droit, ça a un sens. L'intentionnalité d'un crime démontre éventuellement la paternité de la personne qui l'a commis. Donc, ils auraient pu tout simplement, comme ils l'ont fait à la fin, ils ont constaté qu'il y avait une intentionnalité à travers plusieurs éléments, un faisceau de faits qui montrent que quelque part,
il y a des gens qui voulaient régler le sort des Tutsis. Ce qu'ils n'ont pas fait, en revanche, c'est que pendant cette même période de 1994, qui rentrait dans leurs compétences, ce qu'ils n'ont pas fait au TPR, c'est de juger aussi les criminels du FPR. Maintenant, si la résolution mettant en place le TPR avait inclus la période allant du 1er octobre 1990 à fin 1994, puisqu'il n'allait pas parler du futur qui n'existait pas à l'époque, en novembre 1994, là, ça aurait été plus juste. On aurait pu parler de justice pour toutes les victimes de cette guerre. Effectivement, il y a eu d'abord une approche incomplète et biaisée. Et est-ce qu'ils l'ont fait exprès aussi pour tricher? Et à la fin, ça s'est limité aux 3 mois d'avril à juillet 1994. Ils ont tout fait pour exclure tout ce qui pouvait impliquer des auteurs de crimes, membres du FPR. C'était ça l'objectif en fait. C'était ça l'objectif final, parce que pendant toute la période des poursuites et des jugements, on n'a jamais... Nous, on avait demandé, moi aussi j'ai été invité comme expert non payé, mais de contexte et témoin de la défense, dans plusieurs cas. Et je me souviens, j'ai dit au procureur, monsieur le procureur, savez-vous que ceci, ils m'ont fait taire. Notamment, j'ai relu la lettre du général Gatsinzi, qu'il avait envoyée au nom de l'armée rwandaise, au nom des phares, cette lettre que j'avais remise au FPR à la demande de l'état-major rwandais, mais le procureur d'origine libyenne a rejeté cela. Il a dit non, c'est de la fabulation. J'ai dit non, monsieur. Gatsinzi est ministre de la Défense à Kigali. Pourquoi vous ne l'appelez pas pour venir me contredire? Mais le tribunal n'a jamais accepté. Donc ça veut dire déjà qu'ils ont caché des choses qui pouvaient apporter de la lumière sur le déroulé des massacres de 1994, parce que les phares ont voulu vraiment qu'avec le FPR, qu'avec les troupes de l'APR à l'époque, ils puissent ensemble arrêter les massacres. Mais le FPR a refusé. Le FPR a refusé, tout comme les fameuses négociations du CND ou plutôt du centre, ou comment, le stade, là où il y avait les membres de la Minuar. Oui. Eh bien, le FPR a toujours refusé de signer pour que les combats s'arrêtent et qu'on continue le processus d'Arusha. Donc, effectivement, je comprends tout à fait vos préoccupations qui sont tout à fait légitimes et vérifiées, parce que j'ai eu les mêmes problèmes en tant qu'expert momentané. Tu sais, c'est à la limite même, bon, moi c'est vrai, j'aurais préféré que la période soit ouverte, même dans la période fermée. Et c'est là où je dis, si on avait voulu donner plus de poids à des experts rwandais, à des expertes rwandaises, des éléments importants d'implication du FPR dans le génocide, que ce soit dans le génocide de Tutsi ou en tout cas dans le génocide de Hutu, les éléments auraient pu être étayés. Et vraiment, c'est quand on avait quand même des informations qui venaient des gens qui venaient de Byumba, parce qu'il y avait une partie des réfugiés intérieurs qui étaient retournés dans Byumba, mais qui ont été systématiquement assassinés par après. On avait des informations dans Kibungo, etc. Par exemple, la fameuse paroisse d'Onyarubuye, où on savait qu'il y avait sur des cadavres des Imneramwe, on a venu entasser d'autres cadavres du FPR. On avait plein d'informations
Et puis, bon, mais tu étais ministre des Affaires étrangères, le rapport Gersony, eh, eh, les éléments étaient vraiment là. Et, et, et si on avait donné beaucoup plus d'importance aux experts rwandais, ce sont des choses qui auraient pu euh, être étayées. Même des éléments de planification. Je dis, mais moi, j'avais dit dans l'expertise que j'avais donnée, j'avais montré qu'il n'y avait pas eu de planification. Et, 11 ans après, le tribunal pénal international, surtout dans Militaire 2, dans Gouvernement 2, m'a donné raison en disant qu'il n'y avait pas eu de planification. Et Alison Deforges, justement, avec laquelle je parlais beaucoup, je dis, mais tu ne trouveras pas de planification. On n'a pas besoin de ça pour qu'un génocide, comme tu viens de le dire, on peut prouver l'intention. Elle est là, elle peut être documentée sans problème, mais vouloir absolument rattacher le génocide du Rwanda au génocide juif, là, vous aurez beaucoup de difficultés parce que ça n'existe pas. Par ailleurs, les experts de l'Organisation de l'Unité africaine avaient eux aussi dit qu'il n'y avait pas eu planification. Mais on s'est acharné à vouloir tellement prouver cette planification qu'à la fin, le tribunal a dû faire un constat judiciaire. Hein, faire un constat judiciaire. Alors que même pour l'intention, nous aurions pu étayer, on avait quand même la connaissance intime, théorique et pratique des choses, on pouvait apprécier des constats, etc., des preuves, etc. On ne nous a pas, on ne nous a pas permis ça. Et quelque part, Jean-Marie Vianney, je me dis, mais finalement, c'est un hold-up. On nous a volé notre histoire quelque part. Tout à fait, tout à fait. Quand vous parlez de hold-up, c'est exactement ça concernant par exemple le rapport Gersony. Parce que pendant mes témoignages, de contexte, hein, je revenais à chaque fois sur le rapport Gersony. Et j'insistais pour que le rapport Gersony soit présenté devant le tribunal. Ils m'ont dit, vous savez, monsieur l'expert, ce rapport n'a jamais existé. Oui, oui. Ils m'ont dit ce rapport, alors que moi, je l'avais eu en main, Oui. et qui m'avait été remis par le secrétaire général adjoint des Nations Unies, M. Kofi Annan. Mais au tribunal, on me disait non, ce rapport, on ne peut pas en tenir compte, parce que Gersony n'a jamais eu mandat pour faire une enquête. Et attendez, il a été envoyé par le secrétaire général adjoint pour mener cette enquête, et par Mme Ogata du HCR. Qu'est-ce que vous voulez comme formalisation d'une enquête, sinon ça? Ils ont refusé d'aborder cela. C'est dans la suite. C'est dans la suite, quelques années plus tard, que Mme Carla Del Ponte m'a confirmé, il n'était pas seul, que ce rapport a existé, mais que les États-Unis d'Amérique ne voulaient pas que ce rapport sorte. Mme Ogata, qui était la patronne du HCR, ne voulait pas en entendre parler, parce que tout simplement, c'est ça, c'est un hold-up. C'est vraiment un hold-up. Or, ça concernait quoi? Ça concernait des Hutus massacrés pendant la période suivant la période du génocide des Tutsis. Plus de 40 000 Hutus massacrés par le FPR en 2-3 préfectures. Et ça, c'était un échantillon, parce que si on avait étendu ça à toutes les préfectures couvertes et occupées par le FPR, on aurait sans doute trouvé plus de 100 000 morts. Et tout ça a été mis dans les tiroirs des Nations Unies, aujourd'hui encore d'ailleurs. Aujourd'hui encore. Et puis, beaucoup d'autres rapports.
Puisque nous parlons de Madame Alison Desforges, elle-même, en septembre 1994, avec son équipe de Human Rights Watch, avait présenté un rapport sur les massacres des FPR partout dans le pays. Mais après, on ne voulait pas aborder tous ces rapports. C'est pourquoi vraiment, vous avez pleinement raison de parler de hold-up et de construction d'un narratif biaisé et truqué de toute façon. Voilà, ça, on peut le dire. Vraiment, c'était un narratif très biaisé, très lacunaire. Et comme tu parles de Alison Desforges, à la fin, hein, elle avait l'intime conviction aussi que le FPR avait commis euh, un génocide. Un génocide. Oui, Oui. oui, oui. À la fin, elle avait recueilli, au moins sur ces aspects, elle avait recueilli beaucoup d'éléments qui montraient que l'intention de justement de liquider systématiquement les Hutus parce que c'est des Hutus était réelle. Et puis, on avait aussi des journalistes là, qui avaient trouvé dans le parc de la Caguera ou dans le parc de Nyungwe, des lieux de crémation. Donc, où il y avait vraiment une usine de crémation dans un prétexte pour pouvoir cacher les preuves. Mais donc, tout était là, en Et fait. là, Alison Desforges l'a toujours su, en fait. Elle savait depuis 1994. Elle me l'a dit à plusieurs reprises à Kigali quand elle est venue pour sa première visite après le génocide. Elle me l'a dit. Mhm. Et après que j'ai reçu le rapport Gersony, c'est elle, lorsque j'étais à New York, le 24, septembre, on s'est rencontrés de nouveau à New York. Et c'est elle qui m'a aidé à informer New York Times et Washington de ce rapport. C'est la première fois que ce rapport sortait. À Kigali, bien sûr, ils n'ont pas compris, mais ils ont deviné que j'étais derrière avec Alison Desforges parce que M. Carbonard, qui faisait partie après quelques jours de la mission du président Bizimungu, elle a fait allusion à ça. Elle a dit c'est elle qui nous a trahis. En parlant du rapport à Gassanu, oui. Donc Alison Desforges savait. Alors, la réponse qu'elle m'a donnée, parce que je lui ai opposé justement tout ça, elle voulait que j'aille à Arusha comme expert permanent, que je sois bien rémunéré, tout ça. Je lui ai dit, Alison, tu sais bien que ça ne peut pas se passer comme ça. Tu sais que les massacres se sont tenus des deux côtés. Pourquoi on n'exigerait pas que le TPR aborde aussi les crimes commis contre les Hutus? Elle m'a dit, non mais tu sais, il ne faut pas rêver. Ça m'a fait mal. Elle m'a dit, on va d'abord poursuivre les criminels Hutus pour que ça aille vite, parce que c'est plus simple. Et ensuite, on abordera le chapitre des crimes du FPR. Je lui ai dit, ça ne viendra jamais. Et là, à la fin de sa vie, puisque quand elle s'est confiée à moi, c'est quand elle remontait pour aller aux États-Unis. Après qu'elle ait été déclarée persona non grata, elle m'a appelé, elle m'a dit, je vais rentrer aux États-Unis, mais d'ici août 2010, il se sera passé quelque chose. Elle m'a dit des choses, elle m'a dit ça, elle m'a dit, je vais tout faire pour que, voilà, les choses arrivent. Et malheureusement, elle est morte justement en rentrant chez elle. Hein. Et elle était vraiment frustrée, triste de n'avoir pas écouté ce que nous lui disions. Ça, moi, elle me l'a dit. Mais je confirme parce qu'elle m'a tenu les mêmes propos, hein, Ouais. parce que je, je, je lui disais, mais pourquoi on n'examine pas, on ne juge pas les crimes du FPR en tout cas sur des Hutus? Et puis, c'est là où elle m'avait dit, écoute, il faut que dans un premier temps, il, il- il faut d'abord juger
les, ceux au sein de la classe de l'Ancien Régime. Et puis après, on pourra, on va aborder cet aspect-là. Elle était convaincue. Moi aussi, je sais qu'elle était, elle a, mais au-delà de la conviction, donc petit à petit, parce qu'elle avait les faits, à un moment donné, elle s'est trouvée devant ça et elle était résolue. Elle était vraiment résolue. Et c'est comme ça qu'il y a eu des... Évidemment, elle a été persona non grata. Et tout à fait, vraiment, je confirme parce que là, elle m'a tenu les mêmes propos vraiment, hein, dans les mêmes termes. Tu vois, donc, cette frustration, même, tu vois, une experte é- étrangère, hein, qui avait fait quand même un travail important, tu vois, elle était frustrée. Or, ce vol qu'on nous a, de notre histoire, hein, notre drame, fait que jusqu'à aujourd'hui, nous ne pouvons pas nous approprier tout ça pour tirer les vraies leçons de tout ça. Comment demain, aujourd'hui, demain, ne plus retomber dans ça? Et on aurait eu cet espace-là de confronter entre Rwandais, experts rwandais, experts rwandaises, confronter tout ça pour que, pour que puisse éclater la vérité. Or, ce ne sont que des Rwandais qui pouvaient permettre ça. Et là, vraiment, sur cet aspect-là, de n'avoir confié qu'à des experts non rwandais, étrangers, euh, cette affaire est un manque très, très important, hein, pour la justice. Alors, c'est pas seulement pour les experts. Mon expérience, c'est aussi que au niveau du siège, au niveau des juges, au niveau des procureurs, hein, à Arusha, il y avait vraiment un manque évident de connaissances sur le déroulement du génocide de 94 ou même Oui. sur la sociologie du pays. Je vous ai parlé, j'ai parlé de l'affaire du juge libyen. Il y avait quelques juges qui comprenaient, dont un qui était, je crois, suédois ou je ne sais pas, en tout cas d'un pays du Nord. Hein. Eh bien, celui-là, il avait compris. Il avait compris et il y avait des débats parfois. Alors que j'étais derrière, moi j'étais pas derrière les rideaux. On m'a dit, est-ce que vous voulez vous cacher pour que Kigali ne vous voit pas? J'ai dit, mais attendez, je ne vais pas me mettre derrière des rideaux alors que je suis en train de raconter ce que j'ai vu en 1994 en ma qualité de ministre. Tout le monde sait qui je suis. Qui je suis. Si je dois en être victime, qu'il en soit ainsi. Mais au niveau même de la composition du tribunal, il y avait des défaillances. Vraiment des défaillances. Et puis, autre chose, ça je vais le dire aussi parce que, vous savez, l'injustice peut décourager certaines actions de bonne foi. Le fait que, justement, on n'ait pas voulu écouter les témoins rwandais sur les crimes du FPR, ça a découragé certains témoins qui auraient pu aider le tribunal pénal à prouver certains crimes. Parce qu'ils se disaient, mais écoutez, moi j'ai perdu des parents, Hutus. On ne veut pas défendre, on ne veut pas que je leur rende hommage, on ne veut pas que des poursuites soient lancées contre les criminels qui ont enlevé la vie à mes parents. Pourquoi je vais aider le FPR en somme? Le TPIR, c'était devenu l'équivalent du FPR. Pourquoi je vais les aider à condamner des présumés coupables Hutus? Alors qu'on ne veut pas que je parle de mes parents Hutus. Ça aussi, ça a joué un rôle. Je connais plusieurs personnes qui disaient, mais si la justice avait été juste, j'aurais pu témoigner contre telle ou telle personne parce que je sais des choses. Et ils se sont abstenus d'aller témoigner. Et donc la justice a été viciée par la faute même du tribunal pénal international et du Conseil de sécurité qui a limité
la compétence temporelle et même la compétence, j'allais dire, sur les affaires. Derrière même, oui. Ouais, voilà. Et on va peut-être avancer encore pendant quelques temps si vous avez encore des éléments qui prouvent que le narratif a été vicié et continue de l'être. Ce n'est pas côté TPIR, parce que même dans les jugements prononcés à gauche à droite, en Belgique, en France, au Canada, aux États-Unis, aujourd'hui, il suffit qu'on dise c'est un Hutu, il a probablement commis un génocide pour qu'il soit ramassé, emprisonné et éventuellement transféré au Rwanda. Ça, c'est aussi c'est un peu une partie de ce que tu appelles ce biais du narratif du génocide, je pense. Hein. Tout à fait, tout à fait. Et quand on voit ce qui se passe en France, euh, tu parlais de Madame Habyarimana pendant 30 ans. On dit qu'elle était un cerveau du génocide. Un cerveau, c'est un cerveau, hein. Ça veut dire elle aurait été à la base de l'assassinat de son mari, hein, euh, euh, pour pouvoir euh, enclencher le génocide contre les Tutsis. Mais alors même que cerveau qu'elle aurait été, elle a été vite évacuée. Elle n'était plus au Rwanda quand le génocide vraiment s'est déclaré en tant que tel. Donc, euh, est-ce, est-ce qu'il y a des écoutes téléphoniques où elle était en France en train de donner les ordres, etc. Là, sûrement qu'ils auraient trouvé. Mais il savait bien qu'elle n'y était pour rien. C'était pas une personne pour laquelle j'étais d'accord politiquement, hein, mais, mais quand même, je ne peux pas parce que j'étais en désaccord politique avec elle, tout comme Abiyalimana, de pouvoir raconter des idioties, franchement, des choses impossibles en tant que telles, tu vois. Et là, aujourd'hui, son narratif, parce que pour des intérêts, finalement, euh, euh, qu'on connaît, hein, qu'on connaît, liés au Rwanda, surtout liés à la région, on, a, on continue de couvrir des criminels contre l'humanité, des génocidaires au sein du régime de Kigali actuel, ici en Europe. On continue. Et c'est ça qui fait froid dans le dos. Mais à la fin, hein, c'est quand je vois aussi ce qui se passe en Palestine, hein, je me dis, si ça se passe en Palestine, avec tout ce qu'on connaît, la proximité à des milliers de kilomètres, on peut tout se permettre. Et là, vraiment, je, je suis sorti hein, de l'expérience, d'expertise du tribunal, euh, très amer, très déçu, hein, très vraiment déçu, 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 là, une déception complète. Euh, et c'est vraiment ce que je peux livrer, comme tu m'as demandé qu'on puisse aborder dans ce petit moment, de dire qu'est-ce qui ressort de, de mon expérience d'expertise du, du TPIR, qu'est-ce qui ressort? Voilà. Je vois que finalement, nous n'avons pas une connaissance contradictoire. Hein, j'allais dire même, elle va dans le même sens. Elle va dans le même sens. Mais il faut qu'on continue. Il faut qu'on continue et Il faut qu'on il faut que la continue. vérité finisse par triompher. Oui, oui, oui. Et c'est une affaire d'engagement. Ça n'éclatera pas de tout seul.
il faut qu'on insiste, il faut qu'on s'engage, il faut qu'on continue à le faire et ne pas vraiment se lasser parce que c'est tout ça qu'ils cherchent. Par exemple, pour l'affaire de Madame Abiyarimana, les gens devraient quand même être au moins assez honnêtes pour raconter un narratif qui correspond au timing. Parce que si on dit que le génocide a commencé le 7 avril 1994, et si l'on admet que le 13 avril, Madame Abiyarimana et sa famille étaient à Paris, parce que moi je suis allé les accueillir à l'aéroport de Roissy, Charles de Gaulle, eh bien, est-ce que entre le 7 et le 13, sachant elle a dû traverser le pays pour aller à Goubin, je pense, où les Français l'ont dépêché jusqu'à Bangui, sachant qu'il est passé quelque part à Badolité avec le corps du président. On compte 4 jours hein, pendant ce temps. Donc du 7 au 13, ça fait combien 6 jours. Est-ce que pendant cette période, Mme Abiyarimana avait le cœur à instruire la garde présidentielle? Elle était sans doute, n'est-ce pas, triste le soir du 6 au 7. Mais après, elle s'occupait surtout de pouvoir faire évacuer le corps de son mari, le président. Et là, vous savez, quand une personne est triste, qu'elle est, n'est-ce pas, dans une situation comme celle-là, de peur aussi, parce qu'il y avait la peur. Le FPR tirait sur Kanombe, où elle était avec ses enfants. Donc il fallait qu'elle fasse plus vite, le plus vite possible, pour évacuer sa famille. Même si, à supposer même qu'elle ait prononcé une phrase en disant « ces salopards-là, si la terre pouvait les emporter, ou si le ciel pouvait tomber sur leur tête », à supposer qu'elle ait dit ça, ben, c'est un peu naturel de la part d'une femme dont on vient d'assassiner le mari et tous ceux qui l'accompagnaient. Alors prouvez, comme certains ont cherché à le faire, qu'elle aurait dit qu'il fallait tuer tous les Tutsis, qu'elle l'aurait dit à Bagosora, qu'elle aurait dit à la garde présidentielle, ce n'est pas à elle de prouver ça. C'est pourquoi les juges français disent qu'il n'y a pas de fait. Ce sont des élucubrations, ce sont des mensonges, il y a un esprit de tricherie derrière cette affaire-là, et nous ne voulons pas la juger parce qu'elle n'a aucun sens. Je vais voir un peu la possibilité d'inviter son avocat d'ailleurs pour parler de l'aspect juridique. Peut-être pas avant vendredi parce que, ou demain, avant demain, un de ces quatre, il y aura une réunion. Ce qui va en sortir, on le saura et ça va peut-être nous donner plus d'informations sur le processus en cours. Mais la justice l'a trop baladé, l'a trop fait souffrir pendant une trentaine d'années. Et elle n'est pas seule, hein. Il y a beaucoup d'autres Rwandais qui se sont fait arrêter, toujours à la demande du CPCR, le fameux collectif de M. Alain Gauthier. Lui et sa femme Dafosa, ils font condamner qui ils veulent ici en France. Mais la justice française, je pense, commence à se douter, parce que nous écrivons, nous parlons, et ils suivent aussi, et ils se rendent compte qu'il y a des témoignages tout à fait inventés de toutes pièces. C'est ça qui est aussi positif. Donc la vérité finira par triompher. C'est une affaire d'engagement, mais c'est vrai que je serais parmi les premiers à dire telle personne, voilà des faits qui vous montrent qu'elle a participé dans le génocide, moi. Mais je ne suis pas partisan de brouiller toutes les cartes, de voir quiconque dire il a participé dans le génocide. Et puis, quand on dit que Madame Abiyarimana était un cerveau, ça veut dire même avant. Hein, ça veut dire il faut montrer avant, hein, il faut montrer avant quels sont les actes qu'elle a posés.
Voilà, avec qui, quand, comment, voilà, et comment elle a organisé tout ça. Un cerveau, c'est tout ça, hein. Donc, on y va trop vite. On y va trop vite parce qu'on a envie de liquider juste des gens. Euh, Ce qu'on a vécu est tellement grave que des innocents puissent, des personnes innocentes puissent être condamnées parce que c'est la vox populi du régime de Kigali qui, qui a déclenché ce drame, qui a déclenché ce génocide. Parce que c'est le FPR part en abattant l'avion présidentiel, c'est le FPR en reprenant la guerre, c'est le FPR en, en, en cessant les accords de paix, parce que cet acte-là, le 6 avril, c'est celui-là qui est fondateur. Et il faut qu'on ose aller, qu'on ose le juger et l'analyser, etc. Il faut vraiment qu'on aille là, que des éléments de l'ancien régime qui seraient encore en train de courir, se cacher et puissent être jugés, très bien. Mais que ceux du FPR, à commencer par le président actuel, puissent être déférés devant la justice. Et parce que des preuves, il y en a. Voilà. Mais nous devons continuer à nous battre pour que justice soit faite pour l'ensemble des Rwandais. Et c'est cela, c'est la cause, c'est la base même, le fondement même du vivre ensemble du Rwanda de demain. Donc, je vous remercie de cette conclusion. Je rappelle à nos auditeurs que notre invité, c'est M. Nico Sendimana, qui est docteur en sciences politiques, qui a été expert au tribunal pénal international pour le Rwanda. Et avec lui, nous poursuivons nos émissions, nous poursuivons nos échanges, nos entretiens, parce que il a écrit beaucoup de documents. Il a écrit notamment sur la naissance du multipartisme au Rwanda, sur les problèmes qu'il y a eu entre les différents partis politiques, les crises qui ont secoué les partis politiques à l'époque du multipartisme, les conflits ou les oppositions qu'il y avait entre les partis, entre eux, ceux de l'opposition et le MRND, le parti du président Habyarimana, et peut-être ce qui a dû aboutir aussi aux divisions après la naissance de la CDR. Nous verrons avec lui dans quel climat les négociations d'Arusha se sont déroulées à l'intérieur du pays, quel a été le rôle du FPR dans toutes ces divisions. Et ensuite, s'il le veut bien, hein, nous allons remonter l'histoire de notre pays ensemble. Parce que, vous l'avez vu, c'est un expert, pas seulement au TPIR, mais c'est un expert aussi dans l'histoire de notre pays. Il a été directeur de Iwachu, le centre Iwachu, qui recevait tous les grands du pays, hein, en tout cas ceux de la société civile et des partis politiques. Il était là, il écoutait, parfois il participait, il parlait, il écoutait, il entendait. Et donc il a une bonne expérience à nous partager et je le remercie vraiment d'avoir accepté de faire cela pour les auditeurs de la Voix des Grands Lacs. Et peut-être que dans une semaine, s'il le veut bien, une fois par semaine, on pourrait faire une chronique sur tous ces sujets-là, ou deux fois, s'il le veut, s'il a le temps. Mais une fois, c'est bon parce que nous avons aussi d'autres invités sur d'autres thèmes. Et vraiment, cher ami Nico Sendimana, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et d'être venu défendre, j'allais dire des thèses, non, de nous livrer votre expérience. Et s'il n'y a pas d'ajout, je vais tout simplement vous inviter pour une prochaine émission la semaine prochaine, le mardi soir, comme aujourd'hui. Et puis voilà. Est-ce que vous êtes d'accord pour mardi soir de la semaine prochaine?
Merci beaucoup, mais avec plaisir, c'est un devoir que nous devons hein, aux Rwandaises et aux Rwandais. Ce devoir de vérité et pour que autour de ces éléments, ils puissent construire, se construire. Mais en tout cas, merci beaucoup de m'avoir invité. Je suis prêt au- autant de fois que tu voudras à venir partager cette expérience, la transférer. Je rappelle aussi que la Voix des Grands Lacs est une radio militante, hein, une radio. C'est un passage entre les vieilles générations que nous sommes et les jeunes générations d'aujourd'hui, si elles ont besoin d'en savoir un peu plus sur notre vécu de l'époque, sur comment se présentaient les choses, qu'on leur raconte l'histoire, la vraie, de notre pays pendant cette période qu'ils n'ont pas connue, où certains étaient encore très jeunes ou d'autres n'étaient même pas encore nés. Donc c'est vraiment transgénérationnel comme média et je demanderai à tous les auditeurs évidemment de la Voix des Grands Lacs de liker cette émission, comme on dit souvent, de partager avec tout le réseau médiatique ou amical, afin que cette émission soit le plus vue possible, soit aussi une contribution nécessaire et utile à la connaissance de l'histoire de notre pays, et surtout à la construction d'un nouveau narratif, vrai celui-là, qui n'est pas ce qu'on nous a construit jusque-là. Merci beaucoup, cher ami, et à très bientôt.